Hop. Et c'est parti. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce webinaire organisé en collaboration avec Hornet Security, anciennement Vadé, anciennement Vadé Secure, anciennement Vadé Rétro. Il commence à y avoir un petit peu de granularité et d'historique, mais bon, tout ça est finalement, c'est la preuve de l'évolution de cette marque qui est un éditeur historique dans le catalogue de Chris et dont nous sommes le fier premier distributeur en France. Donc, je suis Pascal Guillot, responsable marketing, et j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui cette session avec Romain Basset, que vous devez connaître, directeur technologie et stratégie chez Hornet Security. Bonjour Romain. Bonjour Pascal, bonjour tout le monde. Voilà. Et aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet crucial pour les MSP, comment automatiser et scaler efficacement le modèle dans un monde où les enjeux business sont toujours plus exigeants et les attaques et les menaces toujours plus sophistiquées. On se donne 30 minutes pour faire cette présentation avec des insights et des stratégies pour optimiser la gestion et la sécurité de vos clients autour des solutions Hornet. Donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat et on y reviendra en fin de présentation. Et bien sûr, le webinaire sera enregistré. Si vous n'avez pas la possibilité de participer à l'ensemble, on vous enverra tous les liens utiles à l'issue de ce webinaire. Donc, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Je vais laisser la part belle à Romain pour cette présentation. Je te laisse la main, cher Romain. Et donc, tu vas commencer par nous parler finalement de ce modèle dont la définition n'est pas toujours limpide pour tout le monde. Ouais. Merci beaucoup Pascal et plus généralement, merci à Chris de nous accueillir une nouvelle fois, hein. Partenaire historique, tu l'as dit, et on est toujours très heureux d'échanger avec vous et d'échanger avec vos partenaires, nos partenaires communs. Donc simplement pour la petite histoire, pour recontextualiser, l'idée c'est pas de vous parler de moi, mais je pense que c'est important pour le sujet. Au cadre de mon parcours chez Vadé Retro, Vadé Secure, Vadé Hornet, j'ai passé 2 ans aux États-Unis et donc ça m'a permis de bosser pas mal, de travailler pas mal, pardon, avec les MSP. Et c'est intéressant justement de voir un peu je vais pas dire le décalage parce que c'était pas le terme approprié, mais la vague qui était déjà là-bas, de la voir arriver et on la sent bien en train de prendre aujourd'hui en France. C'est pour ça que je trouvais que ce sujet pouvait être intéressant. Et comme Pascal a dit, surtout, n'hésitez pas non seulement à partager vos questions, mais aussi vos commentaires, parce que vous avez peut-être une perception différente. Et je ne prétends pas détenir la vérité, moi, ça m'intéresse toujours d'avoir vos retours. Euh, alors, simplement, lorsque l'on parle de MSP, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce que ça représente? Parce qu'après, on a chacun notre définition, mais globalement, hein, quand on essaye de trouver ce qu'on va appeler les dénominateurs communs, il y a évidemment la fourniture de services IT, donc par un prestataire de service. Et typiquement, l'exemple anglo-saxon, c'est toujours le même, hein, c'est qu'on a un cabinet d'avocats, un cabinet de dentistes, un cabinet de comptables, de 10 salariés. Leur cœur de métier, c'est faire les soins des dents, faire la comptabilité ou représenter des clients, ce sont des avocats. C'est pas l'IT. Et ces gens-là, ils sont tournés vers des prestataires de services. Je pense qu'il y a peut-être une habitude culturelle le plus rapide aux États-Unis de passer en mode service, mais ils n'ont pas jamais voulu internaliser leur service. Donc ils ont dit, on va payer des gens dont c'est le métier, dont c'est l'expertise pour nous rendre ce service IT. C'est vraiment, finalement, c'est presque parlant, on pourrait dire que ça a émergé ce mode service versus produit, mais on y reviendra. Et donc l'idée, c'est de faire un suivi de l'IT des clients et ce de manière proactive. On parle toujours du mode break fix, c'est-à-dire un peu, entre guillemets, à l'ancienne. Il y a un problème, alors le prestataire intervient. Là, c'est vraiment l'inverse. C'est que le prestataire, notamment, va mettre à jour les OS, va mettre à jour les applications, va monitorer la sécurité, ça on va en parler pas mal, sans attendre qu'il y ait une sollicitation de la part de ses clients. Et puis, d'un point de vue commercial, il y a ce mode qui est vraiment en mode abonnement, c'est-à-dire plutôt de payer pour des licences pour avoir accès à un produit, ainsi que par exemple de payer en tant que client pour un projet de déploiement, on va vraiment payer pour une prestation de service, un peu comme un abonnement. C'est un peu vulgaire, si je puis dire de dire comme ça, mais Netflix, tous les mois, je vais payer soit par utilisateur, soit par équipement type machine ou serveur, soit on a des modes de paiement un peu composites, hein, utilisateur plus serveur, par exemple, c'est des choses qu'on peut voir en fonction des organisations. Voilà dans les grandes lignes comment pour essayer de définir ce qu'est un MSP. Alors, on dit souvent comparaison n'est pas raison, mais voilà, je vais reprendre rapidement, parce que je suis déjà passé dessus certains points de différence.
peut-être celui que je mettrais, enfin les deux que je mettrais en avant, c'est vraiment l'aspect proactif. Pour ça, j'en ai déjà parlé, mais après l'aspect vraiment service. Et alors, je représente un éditeur, hein, clairement, mais on est bien conscient, nous, en tant qu'éditeur, qu'on est là vraiment pour vous mettre en avant partenaire MSP ou futur MSP. Et l'exemple que je prends assez souvent, c'est celui du taxi. Lorsque je commande un taxi, en fait, je m'en fiche un peu de savoir quelle est la marque du taxi. Je veux juste un taxi. Euh, je simplifie volontairement. Et de la même manière, lorsque je suis un client final, un cabinet de comptabilité, je me fiche un peu de savoir que c'est la technologie X, Y ou Z derrière. Ce que je veux, c'est que mon IT fonctionne, que ma sécurité soit efficace, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'éditeur, notre posture, c'est vraiment celle-là, de vous donner à vous le plus d'outils possible pour que vous puissiez rendre le service et pas nécessairement de nous mettre en avant en tant qu'éditeur à tout bout de champ. Ça, c'est quelque chose qui est bien clair et qu'on verra encore plus dans la roadmap dans les années qui arrivent côté Hornet. Alors, il y a un vrai sujet, nous, ah non, pardon, je suis allé trop vite sur mes diapos. Ça, je voulais vous le partager aussi. Alors, ça vient de Canalys. Canalys, je ne sais pas si vous connaissez, peut-être, sans doute. Parfois, on les compare au Gartner du Channel. Je trouve que la comparaison est assez juste. Donc, c'est un cabinet d'analystes qui fait vraiment un gros focus sur le channel. Donc, les réseaux de distribution, les tendances des clients, les éditeurs, bien entendu. Il y a plein d'infos qui sont super intéressantes. Il y a pas mal de rapports qui sont en accès libre. Donc voilà, si vous avez un petit peu de temps, moi je vous invite à ne serait-ce que les suivre sur LinkedIn. Ça donne pas mal d'actualités au fil de l'eau. Et je voulais vous partager ce chiffre parce que dans le contexte économique, on va simplement parler du contexte économique qui n'est pas forcément évident. On voit qu'il y a une vraie opportunité pour les fournisseurs de services IT en Europe. C'est vraiment ça, c'est le chiffre Europe. Et si on creuse un peu, je ne l'ai pas fait figurer sur la diapo, mais les trois moteurs tels que Canalys les a identifiés pour 2025, les moteurs de croissance, la sécurité, le cloud et la compliance ou la conformité en bon français. De leur point de vue, ce sont les attentes des clients qui font appel au MSP et c'est ce qui devrait tirer le marché MSP vers le haut. Donc des prestataires de services IT qui sont capables de rendre ces services de sécurité, de gestion des solutions dans le cloud et également de compliance ou conformité. Voilà, donc c'était un petit point intéressant, un petit point économique, si je puis dire, de cet après-midi. Alors, c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. On a pas mal de discussions avec vous, avec vos confrères, sur cette fameuse transition vers le modèle MSP. Premier commentaire que l'on peut voir, c'est qu'on voit aussi pas mal de nos revendeurs communs, hein, Chris et à nous, qui restent pour le moment en tout cas sur un modèle revendeur, et où la première brique peut-être vers le monde MSP va être de proposer un SOC à leurs clients finaux. Donc par exemple sur la vente de licence, ça va être un peu le modèle revendeur intégrateur qui va perdurer, qui perdure plus exactement. Et en complément, on voit de plus en plus, on vous voit proposer des services de SOC managés, donc faire la partie supervision et notamment supervision de sécurité, évidemment, pour ces clients finaux auxquels vous avez vendu ces licences et potentiellement aussi ces équipements. Nous, on a travaillé sur cette approche, cette transition justement de par l'expérience, pas uniquement la mienne bien entendu, mais qu'on a eu chez Veid aujourd'hui Hornet, d'être présent sur le marché anglo-saxon. Alors, c'est pareil, les chiffres, c'est pas pour rouler des mécaniques, mais en ordre de grandeur, le Veid historique, on avait à peu près, je crois, autour des 500 MSP au Royaume-Uni et un peu plus aux États-Unis, me semble-t-il. Donc, on avait quand même pas mal d'expérience et de relations avec ce channel-là, même si on a des dizaines de milliers. Et donc, eux aussi, finalement, un peu plus en amont, ont eu cette transition. Et donc, on pourrait identifier quatre grandes étapes. La première, c'est un peu évaluer la situation, déjà par rapport à vos clients. C'est en fonction des zones géographiques, de la typologie de clients que vous pouvez adresser. Il y a plus ou moins, je vais dire, de friction ou de résistance aussi, une chose qu'on n'observe jamais, qu'on n'a jamais observé aux États-Unis, sur le fait de garder la main sur son infra, de garder la main sur ses données. Là, c'est, je pense, vraiment une différence culturelle. Ensuite, par rapport à votre offre, qu'est-ce qui matcherait dans une offre MSP? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont peut-être moins adaptées ou plus adaptées qu'il faut peut-être pas remettre plus en avant? Et puis bon, après, ça dépend de chacun, mais effectivement, il y a tout un aspect processus, la facturation notamment, la partie potentiellement support technique, la partie reporting aux clients, c'est des choses dont nous, en tout cas, on entend assez souvent parler lorsqu'il y a cette transition. Je ne l'ai pas dit, mais je serais ravi de vous partager les diapos ensuite, bien entendu. Ensuite, donc,
Et finalement, je pense que ça correspond à ce qu'on observe aujourd'hui sur sur ce service SOC. C'est un peu une phase pilote avec un sous-ensemble de services qui peuvent être proposés en mode service managé, supervision. Donc typiquement, ça peut être aussi le backup. Potentiellement sur un pool de clients de confiance qui seront un peu les clients test, voir comment ça fonctionne au niveau du support, du reporting, de la facturation dont je vous parlais. On sait que la facturation, c'est toujours un sujet, donc voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. Voilà un peu pour les points saillants de cette deuxième étape, si on devait schématiser cette transition. Et puis ensuite, il y a le gros du travail, si je puis dire, le déploiement à l'échelle, où là, tous les nouveaux clients, on va les onboarder sur cette nouvelle offre, et sur les clients existants, potentiellement faire un vrai effort sur la conversion. Tu dois renouveler pour telle licence. En fait, regarde, on va te proposer ce package-là où finalement, on va te proposer une offre non plus de produits, mais de services avec tous ces bénéfices, tous ces avantages en plus. Et puis, pardon, ça ouvre aussi la porte à un sujet qu'on abordera là en 1 minute 30, je pense, 2 minutes, qui est tout ce qui va concerner l'automatisation. Parce que forcément, ce mode service manager, ça implique un suivi continu ou du moins plus régulier. Et donc, il faut pouvoir mettre en place des outils qui vont permettre cette supervision, ce passage à l'échelle, ces déploiements de configuration, ces remontées d'informations, des solutions qu'on appelle multi-tenant. Donc, mettre en place ce type de produit ou de fonctionnalité. Et puis, voilà, encore, point de vue schématique, on arrive à cette étape 4 où on est finalement dans ce mode complet de service manager, un peu le MSP mature, si on peut dire, avec potentiellement beaucoup d'automatisation, avec des tableaux de bord par client et un peu toute la culture d'entreprise, l'approche commerciale, tournée autour de ce mode service, cette proactivité. Voilà un peu une illustration de cette transition. Et puis, après, ce qui peut être intéressant aussi, si on essaie de se lancer là-dedans, c'est d'avoir quelques métriques clés. Certaines sont évidentes, donc d'autres un peu moins. Et puis en toute franchise, moi, je viens de la technique, donc je ne pourrais pas aller trop loin sur la dimension CAC, par exemple, ou LTV, mais c'est des choses qui remontent assez souvent. Donc, soit quand on a ces échanges avec nos MSP anglo-saxons, soit lorsqu'on discute avec vous dans ces phases de transition. Évidemment, donc la proportion du chiffre d'affaires entre les deux modèles, le nombre de clients, notamment sous le mode MSP et le taux de churn aussi, donc les clients qui partent, combien de temps ils partent, pourquoi ils partent. Parce que si on les passe en mode MSP puis qu'on voit qu'il y a un peu un effritement, intéressant de s'intéresser au pourquoi et ce qui peut être fait. La rentabilité par client, bien s'assurer que chaque client est bien rentable. Donc, on a valorisé les services à leur bonne valeur, leur bonne hauteur. L'idée, c'est de maximiser le revenu moyen par client. Une chose que j'ai pas évoquée, qu'on voit souvent aussi, c'est dans la fameuse stack des services MSP, c'est qu'on peut proposer plusieurs niveaux. Donc, on aurait la stack un peu schématiquement bronze, puis silver, puis gold. Donc, avec à chaque fois non seulement davantage de produits qui sont branchés, si je puis dire, chez le client, mais aussi des services qui seront un peu plus fournis. Des SLA peut-être plus avantageux pour le client. Donc l'idée, c'est d'essayer de faire grimper les clients vers les offres premium. Les aspects coûts d'acquisition et valeur à vie du client. Alors ça, apparemment, il y a des règles de comptabilité ou de finance pour s'assurer de la pérennité de la chose. Mais voilà, vous l'aurez compris, grosso modo, que le coût d'acquisition d'un client en mode MSP soit pas déjà supérieur au modèle ancien et qu'ensuite, comment dirais-je, qu'il reste suffisamment longtemps pour être rentable pour l'organisation. Et enfin, vous voyez, la dernière statistique, elle n'est pas, financière, elle est plutôt technique, mais c'est vraiment un aspect important. Je ne l'ai pas mis dans cette présentation, j'avais fait figurer dans une précédente. C'est la partie automatisation pour les MSP. C'est vraiment une tendance importante justement pour augmenter tous ces aspects de rentabilité, économie d'échelle, c'est l'automatisation des services. Donc à la fois dans la remontée d'informations, il y a une alerte de sécurité chez tel client. Je n'ai pas regardé dans 12 consoles, je regarde dans une console et potentiellement je peux même mener l'action depuis cette console. Et puis aussi pour le déploiement, si je onboard un nouveau client, je ne vais pas avoir besoin de déléguer une personne pendant 1 semaine, 2 semaines pour brancher tous les services. Ne serait-ce que par exemple pour
le licensing, ce genre de choses, c'est que ce soit quelque chose d'assez fluide. Voilà. Je fais une petite pause, voir s'il y a des questions ou des remarques. Hop, j'ai pas l'impression, ça marche. Ensuite, ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de prendre un exemple de la vie réelle, du moins essayer d'appliquer cette transition, si je puis dire, à un exemple de la vie réelle avec la directive, la réglementation NIS 2, donc qui peut concerner, y compris des PME en fonction de leur secteur d'activité. Il y a tout un tas de critères, mais bon, j'imagine que tout le monde ici est au fait de cette directive. Qui implique donc un certain nombre d'engagements et d'exigences pour les entreprises qui seraient, je vais dire comme ça, contraintes en termes de sécurité. Et ce qu'on voit, alors on ne le voit pas sur NIS 2 aux États-Unis puisque c'est européen, mais on le voit beaucoup sur la partie donc conformité compliance, c'est que le MSP en fait c'est aussi un moyen de se positionner auprès de ses clients via la conformité. Donc d'avoir cette expertise, de dire bah, cher client, aujourd'hui vous avez des impératifs parce que vous êtes sous-traitant d'un fabricant d'armement et que donc ce fabricant d'armement exige de ses sous-traitants d'être certifiés ISO 27001, voilà, par exemple, bah, moi, en tant que MSP, je vais pouvoir non seulement vous accompagner sur la mise en place d'ISO 27001, mais vous garantir, si je puis dire, pas faire l'audit, mais que vous êtes toujours en mode de fonctionnement qui est conforme avec les engagements que vous avez pris dans votre certification ISO 27001. Et donc là, on peut aussi l'imaginer avec NIS 2 comme finalement élément de transition avec un mode projet, entre guillemets un peu à l'ancienne, même si j'aime pas trop ce terme, qui reprend, qu'on retrouverait typiquement dans un projet qu'on aura à conduire chez un client final, date de début, date de fin, avec un ensemble de tâches à réaliser et un attendu. Donc là, c'est que l'entreprise client, le client final, soit en conformité avec NIS 2. Donc on a mis en place tous les outils, mais également tous les process et toute la documentation qui nous permet de justifier, de prouver que nous sommes conformes. Et derrière, d'embrayer sur un mode service managé où, en fait, tout ce qu'on a décrit, enfin, toutes les exigences auxquelles on doit répondre, plus précisément, c'est au moins en partie, sinon plus exactement en grande partie, le MSP qui va assurer ce service pour le compte de son client final. Pour parler de quelque chose que je connais assez bien, la partie simulation d'attaque et formation à la cybersécurité, qu'on retrouve d'ailleurs dans plein d'autres réglementations ou certifications. C'est clairement explicité dans NIS 2, donc il faut être capable de prouver qu'on a mis en place régulièrement des séances de sensibilisation auprès des utilisateurs finaux, qu'on les a évalués. Bon, voilà, un prestataire de service IT pourra gérer cet outil, piloter cet outil pour le compte de son client final, fournir les rapports prouvant qu'il y a bien eu toutes les actions attendues qui ont été menées, par exemple. Et puis également toute la partie, ça j'en parle un petit peu après, hein, mais détection et réponse. Je serais curieux d'avoir votre avis, mais nous, ce qu'on voit aussi, c'est que c'est un gros driver de la transition du modèle MSP en France. Donc clairement, ça peut faire partie aussi des services qui seraient initiés avec ce passage de la NIS 2 chez un client final. Voilà un peu de manière schématique, je pense, comment on perçoit, on entrevoit cette évolution du modèle revendeur vers le modèle MSP. Donc sur la base de notre expérience internationale, d'une part, et également des échanges qu'on peut avoir avec vous. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat pour partager vos retours et vos expériences. À titre personnel, je suis très curieux et de manière générale, au sein de Hornet aussi, on est très friand de ces retours terrain concernant la France. Et justement, puisqu'on parle d'Hornet, nous, on a vraiment l'ambition de servir en marchepied, c'est peut-être le terme le plus adéquat, mais en tout cas de tremplin pour nos partenaires qui souhaitent aller dans cette démarche MSP. Alors, vous le savez déjà, mais la plateforme, le contrôle panel, il y a évidemment un accès partenaire. Toutes les solutions Hornet sont disponibles sur cette même plateforme. Vous pouvez très facilement basculer d'un client à un autre pour n'importe lequel des outils. Et parmi les solutions qu'on propose, en fait, il y en a quand même un très grand nombre qui peuvent s'intégrer justement dans ce mode service manager et répondre aux services que vous pourriez ou vous pouvez déjà proposer à vos clients. Encore une fois, avec cette
approche un peu, comme je l'ai dit tout à l'heure, du taxi, si je puis dire, hein, en ayant bien conscience qu'aujourd'hui, c'est vous qui poussez les services pour protéger vos clients. Et nous, on est vraiment là pour vous aider à rendre ces services. Donc, j'ai mis un peu de mapping entre voilà, tout ce que vous pouvez trouver, par exemple, dans un plan 4 chez Hornet Security, enfin, puis tous les plans précédents, de fait, et les services que vous pourriez rendre grâce aux solutions qu'on propose au sein de ce plan 4. Et donc, on a aussi cette offre dont je voulais vous parler, je regarde juste le temps pour être sûr de ne pas déborder, qui est vraiment pour le coup un produit qui vous est dédié, donc qu'on appelle 365 Multi-Tunnel Manager. Comme on voulait vraiment que ce soit explicite, on l'a appelé for MSPs. Enfin, il n'y a pas de doute. En fait, c'est une solution qui permet aux MSP justement d'aller déployer des configurations dans Microsoft 365 pour le compte de vos clients qui sont sur cette plateforme. Mais au-delà de les déployer, c'est aussi d'être alerté s'il y a un écart avec la configuration. Euh, pour le compte d'un client, il y aura un admin local chez le client qui aurait fait une modification inappropriée, d'en être alerté, de pouvoir rebasculer sur la configuration qui fait partie de vos modèles et qui, par exemple, un template NIS 2 que vous allez pousser chez tous vos clients qui doivent respecter NIS 2, schématiquement parlant. Et alors, pourquoi on a été amené à proposer cette solution? Parce que, et j'en ai déjà parlé un petit peu, hein, mais l'automatisation, c'est vraiment un pilier et même peut-être un pilier de croissance actuelle et future des MSP. Il faut savoir qu'il y a même des éditeurs qui sont spécialisés là-dedans, dans l'automatisation. Donc, ils visent que les MSP. Ils facturent les MSP, d'ailleurs. Et le but, c'est d'aller automatiser en utilisant les API des différents produits, tous les process d'onboarding, par exemple, de vérification de configuration pour les clients finaux. Et donc vous pouvez lire, hein, ça apporte pas mal de bénéfices. Le fait que vos équipes vont passer moins de temps à aller faire de la conf, le fait que vous pouvez standardiser, hein, vous êtes sûr qu'à chaque fois vous allez déployer un client, ça va être selon le template 1 ou le template 2 et ça ne va pas dériver. Donc ça permet d'onboarder plus de clients plus vite. La partie sécurité, en fait, on peut l'avoir de deux aspects. Sécurité maîtrisée parce que vous savez ce que vous avez dans vos confs et aussi vous évitez les risques. Hein. On fait tous des mauvaises manipulations. Hein. Et donc là, on s'assure, en ayant poussé le bon template, qu'on ne va pas oublier un élément de configuration. Tiens, j'ai oublié d'activer le MFA sur ce service. Non, on est sûr à chaque fois qu'on va pousser le même modèle avec les mêmes garanties de sécurité pour tous les clients. Et donc, la conclusion de ces trois premiers points, c'est qu'on va avoir une meilleure rentabilité, soit parce qu'on va économiser du temps, donc on pourra permettre aux équipes de travailler sur d'autres tâches à plus haute valeur ajoutée, soit parce qu'on aura onboardé plus de clients ou plus vite. Donc c'est vraiment, et je parlais de Canix tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui ressort beaucoup de leur rapport également. Et donc, la solution Allied Security permet vraiment cette approche. J'ai mis quelques petites captures d'écran. Donc là, on est sur un tableau de bord au niveau du partenaire. Et donc, on peut voir pour les différents tenants, hein, les tenants des clients finaux, pardon, ceux qui ont été intégrés, ceux qui n'ont pas été intégrés. Et on voit également, c'est ça qui est intéressant déjà ici, c'est l'état de la conformité par rapport aux différents tenants. Alors, évidemment, on veut tendre vers du vert partout, hein, mais voilà, il peut y avoir un écart, raison X, Y ou Z. Et l'idée, c'est de l'identifier facilement. J'aime à dire que Microsoft est une super solution pour les utilisateurs finaux, peut-être légèrement moins pour les administrateurs. Et donc, de savoir qu'il y a tel paramètre dans telle console d'administration qui est modifié, qui est plus conforme, c'est pas forcément trivial. Bon, là, typiquement, c'est quelque chose que vous allez pouvoir voir bien plus rapidement grâce à la solution. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de pousser des confs, enfin, en tout cas, on vous propose des modèles donc, qui contiennent donc, des politiques et des réglages, donc des éléments de configuration qui vont vraiment avoir trait à tout ou presque éléments de configuration dans Microsoft 365. Ça peut être lié à la gestion de la flotte mobile, ça peut être lié à SharePoint, ça peut être lié à Teams, ça peut être lié à la sécurité email. Enfin voilà, vous allez vraiment pouvoir impacter et configurer tout ou presque pour le compte de vos clients finaux. Et donc, on a par défaut dans la solution des modèles, d'ailleurs, je crois qu'on vient d'en ajouter pas mal de nouveaux. Donc, déjà, clé en main, la solution vous est fournie avec des modèles. Et ces modèles, un peu comme d'habitude, hein, avec ce que vous trouvez sur les autres produits, vous pouvez les utiliser tels quels, vous pouvez les faire dériver et vous pouvez en créer des nouveaux from scratch, si j'ose dire.
euh, et puis, in fine, les appliquer aux tenants de vos clients. Et derrière, d'être certain que vous avez appliqué cette conf et le cas échéant, d'être alerté s'il y a un delta entre la configuration que vous avez poussée et la configuration qui est effectivement en production chez ce client et de remédier ce delta, donc de pousser la bonne configuration. Donc là, il y a un exemple. On est donc sur la partie réglage, donc on a des politiques et des réglages. Euh, donc en fonction, on peut même mettre on peut envoyer du code PowerShell. Enfin, c'est assez, ça peut être assez puissant. En fait, on peut l'amener assez loin, le produit. Et donc là, typiquement, la petite capture d'écran, on voit que c'est afférent à Entra. Et on peut vraiment, vous voyez, configurer un truc qui est parlant, je pense, pour tout le monde, l'expiration du mot de passe. Voilà. Donc, vous pouvez vous dire, moi, MSP, je sais que je vais faire expirer mes mots de passe tous les 3 mois, par exemple, chez tous mes clients. Et je sais que c'est 3 mois chez tous les clients. C'est peut-être pas l'exemple qui va être le plus parlant d'un point de vue problématique opérationnel, mais je pense qu'au moins il parle à tout le monde en termes de ce que cela représente. On a suivi en dessous clairement le MFA, faire en sorte qu'on est sûr et certain à chaque fois qu'on va onboarder un nouveau client, il y a le MFA. Alors, même si je vois que Microsoft le pousse maintenant depuis peu. Mais voilà, on va pouvoir jouer sur tous les éléments de configuration. Et je parlais par exemple tout à l'heure de la flotte mobile, hein, on peut aller aussi loin sur, parce qu'un exemple qu'on avait utilisé lors des premières démos, c'était la longueur du code secret sur les iPhones de la flotte mobile. Vous voyez, on peut vraiment aller loin dans les éléments de configuration qu'on va pousser sur l'autonome des clients. On s'est amusé, je ne sais pas si c'est le terme exact, mais en tout cas à créer cet outil sur le site d'Hornet. Hein, si vous tapez Hornet Security MSP Multitenant, ça vous permet d'estimer un peu le temps que vous pouvez gagner avec ce type d'outil. Alors, c'est des ordres de grandeur, mais on a vraiment fait un sondage auprès de certains d'entre vous, auprès de MSP dans d'autres pays, pour estimer le temps gagné en utilisant un outil d'automatisation tel que le nôtre. Donc, en résumé, parce que je crois que j'arrive jusqu'au bout, enfin tout au bout, pardon, être certain de respecter le temps. Le modèle MSP, il est complètement installé dans le monde anglo-saxon. On le voit émerger en France, très clairement. Les vecteurs de croissance, donc à la fois d'un point de vue commerce, que recherchent les clients, mais également en interne. Hein, si je fais un peu un pot pourri, si je puis dire, il y a la partie automatisation et IA, dont j'ai très peu parlé aujourd'hui, mais on pourra en parler. La partie compliance, ça c'est vraiment quelque chose que les clients semblent rechercher. On le voit aussi, ça on le voit pas encore en France, mais on le voit à l'étranger, la verticalisation. C'est des MSP qui vont se spécialiser dans une industrie. Euh, la santé, typiquement, le secteur public. Alors, on voit peut-être pas beaucoup en ce moment aux États-Unis, mais l'éducation, industrie type finance, banque, assurance, voilà. Et puis, donc, ouais, ce que disais, en France, nous, ce qu'on voit vraiment monter en fort, 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 là, c'est le MDR comme driver du modèle MSP. Je crois que je suis juste au niveau du temps. Euh, voilà Oui, ce après, que je voulais vous partager aujourd'hui. J'aime bien respecter le timing. Donc, merci pour votre attention. Je vais voir s'il y a des petites questions. Ou Pascal, si tu as des remarques, il ne faut pas hésiter. non, alors je vois qu'il n'y a pas de questions déjà, donc ça prouve que tu as. Ah, il y en a peut-être une petite maintenant, tu vois. Je suis un peu avancé. Alors, on a Philippe qui nous dit un des freins à l'approche MSP, certains clients craignent l'aspect boîte noire des services lorsqu'ils sont packagés. Le client ne sait pas précisément ce qu'il achète quand celui-ci dispose d'une certaine Mm. compétence informatique. Effectivement, et pour le coup, je pense que c'est un peu culturel parce que c'est vraiment intéressant de voir qu'à l'étranger, c'est pas du tout quelque chose qui remonte. Moi, j'ai le souvenir, notamment lorsqu'on a débarqué sur le marché anglais, on a eu, nous, en tant qu'éditeurs, et on était petit veille entre guillemets, on comprenait pas vraiment, et le partenaire, il voulait pas du tout qu'on soit mis en avant, c'était vraiment son service. Donc, est-ce que ça aura un temps de transition qui sera demandé pour que finalement le partenaire, le MSP, soit perçu comme étant l'apporteur de valeur et l'éditeur derrière, c'est secondaire parce qu'on fait confiance d'abord à son MSP. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, oui, c'est un vrai point de friction parfois. Euh, j'ai pas une réponse magique malheureusement à cette question. Je pense que c'est vraiment un élément culturel. En tout cas, merci Philippe de partager Tout à fait. cette réflexion. Bon, en tout cas, bravo pour le timing. Je vois pas d'autres questions. Donc, on a Sébastien qui nous dit dans le chat cette fois-ci, anti-spam plus SAV plus KPI, etc. C'est l'idée, tout en un.
Oui, effectivement. Euh, Après, ça fait partie, ouais, c'est un petit peu, on revient à ta diapo où en fonction de la maturité, ben, on va pouvoir avoir une offre qui est un petit peu complète et qui va jusqu'au support. Alors, ça me fait ouais, embrayer finalement sur un peu Chris, hein. Nous, chez Chris, du coup, on a quand même un certain nombre d'années sur ce modèle MSP. On est heureux aujourd'hui d'avoir un catalogue qui est très étoffé avec la plupart de nos éditeurs qui proposent, bon, pas avec le même degré de maturité, hein, soyons honnêtes, mais des offres MSP. J'en profite aussi pour dire, puisqu'il est là, que chez Chris Réseau, on a un département qui est dédié au monde du MSP, qui est représenté par Yann Boulier chez nous. Bien sûr, toutes ces informations, je vous les mettrai dans le mail. Et c'est quelqu'un qui peut aussi accompagner pour vous aider à développer ou à mettre en place votre modèle MSP, ou du moins, ou aussi même à évangéliser, à vulgariser auprès de vos clients sur ce modèle-là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, pas tout le monde a le même niveau de maturité. La tarification est fournie par Chris. Euh, oui, oui, a priori. Après, les équipes de Chris travaillent très étroitement, de manière très étroitement liée avec les équipes d'Hornet. Donc, si vous votre représentant Hornet et ça reviendra vers Chris, ou c'est le représentant, enfin, vous allez vers Chris et puis il remontera ça vers Hornet. c'est Donc, ça. ça travaille très étroitement là-dessus. Voilà pour ce qu'on pouvait se dire. Moi, ce que je veux, il va falloir qu'on conclue, hein, parce que c'était la promesse, c'est un rendez-vous qui est un peu condensé, mais on essaie de s'y tenir. C'est les prochains rendez-vous. Alors, plusieurs choses. Vous avez des formations qui sont en place. Tous les liens utiles vous seront mis dans le mail, bien sûr, hein. Et il y a de la formation qui est mise en place en distanciel ou en région par Hornet Security pour vous certifier sur les technologies. Donc, il y a plein de nouvelles dates qui viennent de sortir à Nantes, à Lille, à Paris, à Aix-en-Provence, à Lyon, dans toutes les régions où est présent Chris aussi. Donc on poussera ce lien, ça peut être intéressant. La formation, elle coûte pas grand-chose. Elle est payante puisqu'elle est certifiante et ça vous aidera à encore mieux appréhender les solutions. On a un gros rendez-vous qui nous arrive, bien sûr, c'est le FIC. Si vous avez la possibilité de venir à Lille pour participer au FIC, sachez qu'Hornet sort un petit peu les muscles dans son fief lillois finalement, avec un C'est espace ça, d'exposition de 1800 mètres carrés. Euh, ce qui est relativement du jamais vu, je pense. Chris sera c'est ça. présent, bien sûr, sur le stand d'Hornet, fièrement, pour vous accompagner et pour approfondir encore une fois le business avec Hornet. Et une dernière chose, ce mois-ci, nous faisons une opération un petit peu chez Chris, alors ce mois-ci, et puis finalement tout le reste de l'année, mais on, on- on a essayé d'appuyer un petit peu ce mois-ci. Je vous mets le lien dans le chat qui est un peu barbare, mais c'est normal, c'est l'outil de mailing qui veut ça. On propose des onboarding autour des technologies Hornet en one-to-one avec l'un de nos techniciens. Donc n'hésitez pas à vous en servir pour avoir une heure dédiée avec l'un de nos techniciens pour vous montrer la console, y inscrire vos premiers clients, parcourir les fonctionnalités et approfondir encore une fois votre business avec Hornet. Voilà, c'était les trois éléments qui étaient Belle importants conclusion, pour moi Pascal. de pousser. Voilà, dans tous les cas, on reste à votre disposition. On va se rapprocher avec Romain pour vous proposer une nouvelle date sur une autre thématique pendant le mois d'avril. On vous remercie pour votre présence, votre patience. On vous souhaite une bonne fin de semaine. Merci Romain pour ton intervention. Bon courage à toi pour tes prochaines échéances. Merci, merci Pascal, merci à tous. Très bonne fin de semaine. Ciao. Salut.